Les normes fiscales internationales. Alors juste ici, on a vu vraiment les enjeux autour du droit fiscal de l'Union européenne. On a vu l'harmonisation positive, on a vu l'harmonisation négative et maintenant on va passer à l'étude des normes fiscales internationales. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, et ça va être vraiment notre objectif dans cette capsule vidéo, ça va être de comprendre d'abord le rôle des organisations internationales et de la coopération des États dans l'élaboration de ces normes fiscales. Ensuite, on verra un peu la structure des normes fiscales internationales. Donc, comment concrètement, on verra sur le modèle OCDE notamment les différentes parties et ce à quoi elles renvoient. Et enfin, on verra l'articulation des conventions fiscales internationales avec d'autres normes, et ça sera probablement dans une vidéo séparée. Voilà. Donc d'abord, il faut comprendre le rôle des organisations internationales dans l'élaboration justement de ces conventions. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'à partir du XXe siècle, les États se sont rendus compte que c'était assez difficile d'éliminer les doubles impositions séparément. Et ce que je veux dire par là, c'est que à force de vouloir faire uniquement les choses de façon bilatérale, donc seulement entre deux États, c'est rapidement chronophage d'y aller étape par étape, d'y aller à la casuistique, et c'est pas forcément le plus efficace. Et donc, euh, un groupe de professeurs de la SDN, toujours au XXe siècle, avait considéré que c'était pas possible d'éliminer les doubles impositions par un traité international, euh, non pas bilatéral, mais multilatéral. C'est assez compliqué, au vu de la complexité des régimes fiscaux qui existent, de faire complètement éliminer par une convention tous les risques de double imposition. Et donc aujourd'hui, on fonctionne toujours par convention bilatérale, mais la seule différence depuis la SDN et notamment l'OCDE, c'est qu'on a établi le modèle qui est le modèle OCDE, qui est une base sur laquelle les États constituent leur convention bilatérale. Et donc le fait d'avoir créé ce modèle dit OCDE, fait gagner du temps dans un processus qui est normalement très chronophage. Donc rapidement, l'OCDE a été créé en 1961. Le modèle OCDE a été créé en 63. Donc il y a 38 États membres et on adopte des normes. On cherche, en le cas depuis 2010, c'est ce que je disais tout à l'heure, à adopter vraiment des normes multilatérales en matière fiscale. Donc voilà, ça passe par des rapports, des recommandations, des commentaires qui éclairent sur l'interprétation de ces conventions fiscales internationales. Voilà, on a aussi l'ONU, qui est une organisation internationale en la matière, principe d'égalité souveraine entre les États, qui est un peu en lien avec ce dont on parle. Donc ça, c'est pour le rôle des organisations internationales dans l'élaboration de ces conventions internationales. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire et de quoi on parle ici par convention fiscale internationale? Ça va devenir concret rapidement. Concrètement, le processus d'adoption de ces conventions, c'est une circulaire de 97 relative à l'élaboration et à la conclusion des accords internationaux qui a vraiment expliqué comment se passait l'adoption de ces conventions. Et donc, il y a d'abord une négociation, ensuite il y a une signature, ensuite ratification, et ensuite la convention peut rentrer en vigueur. Maintenant, concernant la structure de ces conventions fiscales internationales, alors ici, ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord concernant le champ d'application personnel. Donc, qui on vise par ces conventions fiscales internationales. Donc on va voir ça dans un premier temps. Après ça, on va voir, après le champ d'application personnel, on va voir le champ d'application matériel et enfin le champ d'application territorial qui sera un peu plus court. Concernant le champ d'application personnel, bah c'est pas trop compliqué de définir une personne, quoi. Et donc l'article 1 de la convention du modèle OCDE nous dit que la présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou de deux États contractants. Donc il faut être une personne et être résident dans d'un État contractant. Mais donc, c'est quoi une personne? Donc, une personne, ça peut être une personne physique ou une personne morale ou tout autre regroupement. Ça peut être une société ou tout autre groupement de personnes. Donc, à ce niveau-là, c'est pas trop compliqué la notion de personne. Je pense que vous l'avez compris. Mais ce qui est plus compliqué, c'est définir la notion de résident. Parce que voilà ce que nous dit l'article 4. Alors, au sens de la présente convention, l'expression résident d'un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet État et à toute subdivision politique ou collectivité de celui-ci, ainsi qu'à un fonds de pension reconnu de cet État. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui est située. Et c'est vraiment ce dernier alinéa qui est super intéressant parce que qu'est-ce qu'un résident? Donc un résident, si on reprend la définition un peu, c'est une personne donc, qui est assujettie à l'impôt de cet État en raison de soit son domicile, de sa résidence, de son siège de direction
ou de tout autre critère analogue. Donc, ce qu'on veut dire par critère de nature analogue, c'est un lien personnel fort avec cet État. Et donc, ce que n'est pas un résident de l'autre côté, c'est, et on l'exclut vraiment de façon très expresse, de façon expresse en réalité dans l'article 4 de la Convention, c'est que n'est pas l'article signifie que une personne qui n'est pas réellement résidente d'un État au sens de ce qu'on a défini juste ici, donc domicile, résidence ou siège de direction, blablabla, qui n'est pas réellement résident d'un État, mais qui a simplement des revenus, par exemple des salaires ou des dividendes, ou un patrimoine, par exemple un bien immobilier, on prendra des exemples après, n'est pas considéré comme un résident de cet État. Et donc, le revenu n'est pas un critère de détermination principale de la notion de résident. Donc, on prend vraiment en compte le domicile, la résidence, le siège de direction, tout autre critère analogue, mais le simple fait d'avoir des revenus dans un État ne signifie pas que vous êtes résident de cet État. Et donc, si par exemple, moi, j'ai un bien, si je suis résident en France, si je suis domicilié en France et que j'ai un bien au Royaume-Uni, j'en sais rien, moi par exemple, eh ben, le simple fait d'avoir un bien sur lequel je perçois des loyers, par exemple au Royaume-Uni, ne suffit pas à considérer que je suis résident fiscal au Royaume-Uni. Je suis résident fiscal en France. C'est autre chose. Sinon, c'est autre chose et on viendra dessus après. Concernant la notion de assujetti, qu'est-ce qu'on veut dire par assujetti? Alors, la question qui s'est posée en droit en réalité, c'est est-ce que la notion d'assujettissement renvoie simplement à être soumis à une obligation fiscale, c'est-à-dire de devoir un revenu taxable à un État, ou seulement ou nécessite effectivement de payer l'impôt. Donc, est-ce que je dois simplement être redevable de l'impôt? Est-ce que j'ai seulement une obligation fiscale, mais je peux ne pas le payer? Ou est-ce qu'il faut que non seulement je sois soumis à cette obligation fiscale, mais en plus que je paye effectivement l'impôt? Et donc ça, c'est l'arrêt Rejazi qui nous a dit ça. Et donc là, on avait un exemple un peu spécifique toujours au Royaume-Uni, où donc on a un système de remittance basis qui permet à une personne non résidente de ne payer des impôts que sur ses revenus de source britannique. Et donc, ça conduit à une interprétation différente du terme assujetti, parce que ça veut dire que concrètement, on estime qu'une personne peut être considérée comme résidente fiscale du Royaume-Uni sans avoir à payer des impôts là-bas. Donc, assujetti à l'impôt sans avoir effectivement à payer des impôts. Et donc, on a retenu, le Conseil d'État plutôt a retenu en 2012, dans le cadre de cet arrêt, que le simple fait d'être assujetti, il suffit d'être assujetti pour être considéré comme résident fiscal. Voilà, il ne faut pas effectivement payer un impôt. L'assujettissement, à lui seul, permet de caractériser la résidence. Voilà. On a d'autres exemples qui nous disent ça et qui nous disent que tant qu'une personne est soumise, c'est un arrêt du 9 novembre 2015 ou un arrêt du 20 mars 2023, et qui renvoie toujours à la même idée que tant qu'une personne ou une entité est soumise à la législation fiscale d'un pays, elle peut être considérée comme résidente fiscale dans ce pays, même si elle ne paye pas effectivement l'impôt. Voilà. Concernant d'autres peut-être éléments qu'on peut dire sur cet article de la Convention, c'est l'article 1.3 qui nous dit que la Convention ne peut pas limiter la capacité de taxation d'un État de ses résidents. Donc on ne peut pas, donc c'est toujours en lien avec la souveraineté, ce qu'on voyait au début de ce cours, on ne peut pas retirer la capacité à un État d'imposer sur son territoire un de ses résidents. Voilà, c'est pas possible. L'article 1.2 traite des conflits d'attribution, donc en abordant la question des revenus des personnes transparentes. Voilà, ça c'est un élément à mentionner ici. Et ensuite, le champ d'application matériel, donc c'est vraiment l'article 2 qui est visé ici. Et donc, on a 4 paragraphes dans cet article. Donc, le premier nous donne une définition de l'impôt visé. Donc, la présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçue pour le compte d'un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. Le deuxième paragraphe de l'article nous donne vraiment des exemples d'imposition. Donc, on a l'impôt perçu sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments de fortune ou d'immobilier. Donc, ça, c'est des exemples. Le paragraphe 3 nous énumère les impôts visés. Donc, ça, c'est aux États de le définir. Et le paragraphe 4 mentionne quelque chose d'assez intéressant quand même. C'est que la Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels qui l'ont remplacé. Ça veut dire que concrètement, si au moment de la signature de la convention, on dit que ça va concerner X impôts, c'est pas possible en droit interne par la suite, même si l'État opère une modification du régime de l'impôt désigné dans la convention postérieurement à l'établissement de la convention, on retiendra toujours la définition
ce à quoi renvoie le régime de l'impôt auquel on renvoie avant justement la modification en droit interne de l'impôt renvoyé, du régime de l'impôt renvoyé. Voilà. Donc c'est l'idée, c'est un mécanisme protecteur et c'est assez logique en réalité qu'on ne laisse pas les États juste modifier tout ce qu'ils veulent en droit interne et que ça change complètement la nature de la convention passée bilatérale entre les deux pays. Concernant le champ d'application territorial, pas grand-chose à dire, à moins que l'article 30 qui nous dit que c'est possible d'étendre donc la convention, de réaliser une extension territoriale, mais ça relève vraiment d'un accord entre les deux États. Voilà, ça c'est pour le mécanisme d'extension territoriale. Sinon, j'avais noté quelques définitions, mais ce ne sera pas important. Euh, Concernant la répartition de la base imposable, alors il y a deux articles intéressants en la matière. Concernant le revenu immobilier, donc le paragraphe 1 nous dit que les revenus qu'un résident d'un État contractant tire des biens immobiliers, donc y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. Dans cet autre État. Donc c'est dans l'État de source qu'on taxe les revenus immobiliers. Ça n'empêche pas une double imposition, c'est-à-dire que l'État dans lequel on est résident peut choisir d'imposer également les revenus, donc de réaliser une double imposition. Comme j'ai dit au début de ce cours, c'est un droit, mais ce n'est pas une obligation, l'élimination de la double imposition. Mais concrètement, c'est l'état de source où on taxe, c'est dans l'état de source, dans l'état de provenance des revenus immobiliers qu'on taxe justement ces revenus immobiliers. Concernant les bénéfices des entreprises, donc les bénéfices de l'entreprise ne sont imposables que dans l'état de résidence ou donc que dans l'État où l'entreprise réside et où l'État réalise effectivement ses bénéfices, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État, contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Donc c'est l'exemple d'une filiale, et donc c'est comment on impose les entreprises à ce niveau-là. Mais donc on comprend bien que si une entreprise réalise des bénéfices en France, elle sera imposée à ce titre en France. Concernant les dividendes, donc les dividendes payés, c'est l'article 10, par une société qui est résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Donc voilà, c'est toujours un mécanisme d'élimination pour essayer d'éviter les doubles impositions en la matière. Voilà. Donc, et c'est un peu ce que j'explique depuis le début de ce cours jusque-là, c'est que vraiment l'État garde sa compétence malgré la convention bilatérale euh, en matière d'élimination de double imposition et en matière d'imposition de ses résidents. Il doit tenir compte de l'imposition payée dans l'État de source, pour des raisons qu'on a étudiées toujours postérieurement, mais il garde sa compétence, il garde sa souveraineté en matière d'imposition. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire concrètement sur l'interprétation des CFI. Peut-être rajouter que les conventions fiscales vraiment sont des traités qui sont régis par la Convention de Vienne, par le régime de la Convention de Vienne de 69, et que concernant le principe général d'interprétation, on prend vraiment en compte le contexte, l'objet et le but du traité qui est posé par la Convention pour interpréter les articles, les dispositions qu'on a prévues. Voilà. Donc le contexte, ça renvoie aux commentaires sous le traité qu'on peut retrouver, qui ont été faits. L'objet du traité, c'est la situation qui est régie par la Convention, à proprement parler, et le but, c'est la finalité recherchée par la Convention toujours. Donc, par exemple, ça peut être éliminer la double imposition. Ça, c'est un but. Et donc, on prend en compte le contexte, l'objet et le but pour interpréter ces conventions fiscales internationales. Voilà tout pour ce début sur les conventions fiscales internationales.